Bonjour d'abord à chacune et à chacun. Pour cette session qui est consacrée au thème du Brésil face à l'Amérique du président Trump. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bernardo Sorge, qui est enseignant à l'Université de Rio de Janeiro, mais c'est un de ses nombreux titres. Il est titulaire d'un PhD de l'Université de Manchester et actuellement directeur de la plateforme démocratique de la Fondation Fernando Henrique Cardoso, qui a été créée sous l'égide du président Cardoso pour mémoire au pouvoir de 1995 à 2002, soit 2 mandats consécutifs. Le professeur Sorge n'est pas seulement un observateur de la vie politique du Brésil et des enjeux internationaux, il a été aussi consultant auprès de nombreuses entreprises et organisations internationales, y compris auprès de la Commission européenne, et nous avons ensemble eu l'occasion de travailler avec le commissaire Bangman pour des réunions industrielles entre l'Europe et le Brésil. Et puis, c'est un auteur prolifique. Alors, il a signé ou co-signé plus de 30 livres et plus récemment, il a été euh, l'acteur principal, l'acteur central d'une publication sur le Brésil face aux turbulences internationales. C'est un ouvrage qui a été publié en anglais et que vous trouverez sur le site de la Fondation. C'est un livre collectif qui aborde principalement les enjeux internationaux autour de quelques principes. Simplement, je les mentionne parce que, bien sûr, notre hôte les déclinera. Mais le Brésil se positionne d'abord dans une stratégie pragmatique et flexible, ni alignement automatique sur une grande puissance, ni isolement. Ensuite, il propose que soit développée une diplomatie autonome, multilatéraliste et engagée. Et puis, il a un rôle tout à fait important de pont entre le sud global et le nord, et se voit comme l'un des acteurs des transitions globales. Enfin, il cherche un équilibre entre le réalisme géostratégique et un engagement normatif autour des thèmes de démocratie, de droit, d'environnement en particulier. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt et je dirais même de curiosité que nous abordons cette session sur le Brésil face au président Trump et sur les enjeux que cela représente, tant pour la France que pour l'Europe. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir l'occasion d'échanger des idées sur la situation internationale vue du Brésil. Dans cette brève introduction, je voudrais replacer les sujets dans son contexte historique immédiat. Bien que les relations entre Trump et le Brésil présentent certaines particularités liées à la personnalité et orientation idéologique du président américain, nous devons comprendre le contexte général des relations entre le Brésil et les États-Unis. Tout d'abord, examinons les chiffres généraux du commerce extérieur brésilien. Dans les années 2000, 31% d'exportations brésiliennes étaient destinées à l'Europe, 25% vers les États-Unis et Canada, 24% vers l'Amérique latine et 12% vers l'Asie, principalement le Japon. En 2023, 42% des exportations brésiliennes iront vers l'Asie, plutôt la Chine, 40%, 17% vers l'Europe,
16% pour l'Amérique latine et 12% environ vers l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Si on analyse les investissements directs annuels par région, les États-Unis et l'Europe restent majoritaires. Mais la Chine, dans cette période de 20 années, a passé de 0 à 6%, concentrée dans des domaines clés tels que les infrastructures, les nouvelles sources d'énergie et les automobiles. D'un point de vue diplomatique, la création des BRIC en 2009 a généré une plateforme diplomatique où le Brésil prétend projeter son rôle international. Depuis le début, les BRIC forment un ensemble hétérogène. 3 puissants nucléaires et membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3 pays exportateurs de matières premières et des produits industriels, et avec d'énormes différences de puissance économique entre eux. Malgré son hétérogénéité, cela, les BRIC, semblait être un instrument utile. D'un côté, les dernières années, son importance relative des BRIC a augmenté avec l'inclusion des nouveaux pays, en même temps qu'il a dilué l'importance relative du Brésil et augmenté celle de la Chine. En résumé, cette information possède pour donner une idée que l'importance relative des États-Unis en relation au Brésil a diminué d'un point de vue économique et le Brésil, de son côté, a trouvé des plateformes alternatives dans les domaines diplomatiques. L'arrivée de Trump, il a produit des changements, mais plutôt à radicaliser la perception de la perte d'importance relative des États-Unis au Brésil. Pourquoi? Les droits donnés que Trump a tenté d'imposer au Brésil n'ont pas eu de conséquences catastrophiques ou même, je dirais, graves. En même temps, il faut reconnaître que du début, les droits de douane que Trump a imposés comprenaient de nombreuses exceptions. Des exceptions qui n'ont augmenté les mois derniers. Quoi qu'il soit, même s'ils ont affecté certaines entreprises et certains produits, le Brésil s'est globalement adapté sans conséquences majeures pour l'économie aux tarifs de Trump. La pression politique que Trump a tenté d'exercer pour que Bolsonaro, l'ex-président, soit amnistié n'a eu aucun effet jusqu'à ce moment. Même, je dirais, au contraire. Et Bolsonaro, à ce moment, il est en prison. Il est difficile d'évaluer le rôle que le soutien politique de Trump et plus généralement la nouvelle internationale d'extrême droite ont apporté à l'extrême droite brésilienne. Il peut être qu'il a joué un rôle important lors des 2 dernières élections présidentielles en transférant son savoir-faire, en particulier la manière d'utiliser les réseaux sociaux
pour influencer l'électorat. Il a beaucoup d'éléments de contact. Je vous donnerai un exemple que c'est intéressant aussi pour la France. Par exemple, au Brésil, la question de l'islam, il n'est pas pertinent pour la majorité des Brésiliens, la grande majorité. Je dirais presque l'unanimité. Mais l'extrême droite brésilienne se consacre à la diffusion des courtes vidéos sur les dangers de la islamisation de l'Europe, en particulier de la France. En général, ce sont même des vidéos qu'on voit bien qui ont été traduites d'autres langues. Il est difficile de prédire que se passera lors de la prochaine élection présidentielle au Brésil, ça sera à la fin de l'année prochaine. La présence du président Biden aux États-Unis a été très importante dans les dernières élections, qu'on avait la possibilité d'un coup d'État associé à les forces armées qui a été essayé pour Bolsonaro. En général, je pense que du point de vue des élites brésiliennes, mais en général, c'est qu'on peut dire les peuples, la présidence de Trump a renforcé l'idée que les États-Unis sont une puissance en déclin. Ce n'est pas à dire que ce n'est pas encore important et que aura, peut avoir des conséquences importantes pour le pays. Et les think tanks d'extrême droite continuent à chercher d'influencer la politique intérieure brésilienne. Et c'est qu'on sait qu'ils ont augmenté leur budget, leur enveloppe pour participer de la politique brésilienne. Quel est le défi pour le Brésil dans ce contexte? Le contexte général. Ce n'est pas laisser écraser pour la pression de Trump, en particulier aujourd'hui, mais déjà quelque temps pour la confrontation entre les États-Unis et la Chine. En d'autres termes, essayer de tirer parti de la concurrence et limiter les pressions exercées par les deux pays pour le Brésil choisissent un camp. Et ici, dans les experts des relations internationales, on peut dire qu'il y a les plus optimistes et les plus pessimistes. Les optimistes pensent qu'on peut essayer de gagner de la situation et des autres, on pense que c'est une situation qui peut coûter cher au Brésil. Mais clairement, c'est une question pas 0,1, mais de la capacité de supporter des pressions et de négocier des privilèges, mais que ça va coûter d'un côté ou de l'autre. La manière de naviguer dans ces situations dépend en partie des tendances du gouvernement en place au Brésil. À ce moment, le gouvernement Lula. Je vais donner trois exemples. La relation en relation avec l'invasion d'Ukraine pour la Russie, la crise au Venezuela et les relations avec l'Europe. En ce qui concerne l'Ukraine, la diplomatie brésilienne a dénoncé l'invasion comme une violation du respect de la souveraineté nationale, que c'est un élément central d'orientation au Brésil
inscrit dans la Constitution. Mais cette déclaration n'a aucun effet pratique. En fait, le commerce extérieur n'a pas subi de modifications avec la Russie, plutôt contraire. Lula continue à rencontrer Poutine et le Brésil a refusé l'exportation d'armes ou même d'ambulances blindées vers l'Ukraine. En ce qui concerne la Venezuela, Lula d'abord a adopté une position de promotion et de défense de Chavez, puis de Maduro, jusqu'à les élections de 2023, quand le Brésil a commencé à exiger la publication des bulletins électoraux, ce qui a conduit à la rupture avec Maduro. Initiative de Maduro, pas de Lula. Quoi qu'il soit la position du Brésil, elle est plutôt contre toute forme d'intervention militaire américaine. Hmm. Je dirais que ce n'est pas une question liée au gouvernement Lula. Il reflète une longue tradition diplomatique qui se méfie des États-Unis. Et c'est une position partagée par les forces armées brésiliennes, n'importe pas quelle idéologie. Et même dans les forces armées en particulier, il y avait toujours les soupçons que les États-Unis s'intéressent aux richesses naturelles de l'Amazonie. En ce qui concerne l'Europe, il est encore le plus grand investisseur direct au Brésil. Et actuellement, l'accent est mis sur la négociation de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. L'agro-industrie brésilienne soupçonne l'Europe, en particulier, mais pas seulement la France, d'utiliser des arguments environnementaux pour créer des tarifs non tarifaires Des aux barrières. exportations brésiliennes. Je m'arrête ici. Il y a chaque question que je soulevais, on peut avancer et ça dépend de votre intérêt et questions. Et je voudrais seulement encore rappeler ce que Jean-François a dit. Vous avez 7 bouquins en espagnol, portugais, anglais. Il est disponible dans votre site. Et encore, je vous remercie une fois pour cette opportunité. Bonjour Bernardo, est-ce que c'est Jean-Claude Azra que vous entendez? Nous avons eu l'occasion de nous parler déjà l'autre jour au moment de notre petite réunion de préparation. Est-ce que je peux vous demander déjà une première précision sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui est que, ce que j'ai compris, que Biden a eu un rôle déterminant au moment de la tentative, disons, de coup d'État, pour faire simple, de Bolsonaro après les élections. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Oui, disons, je peux dire avec plus, mais pas trop, parce que ce sont des détails que encore on faut rechercher, l'historien. Je ne dirais pas déterminant, mais je dirais très important. Et les États-Unis a fait, et ça c'était explicite, ça, ce sont des faits, a dit clairement aux forces armées que les États-Unis sont contre les coups d'État. Et dimensionner l'importance relative, je ne peux pas vous dire, mais c'est clairement important, hein, pour les forces armées comme un facteur qui finalement a poussé la décision contre les coups d'État. Et, et donc a pu entraîner la modération
d'une partie au moins des militaires ou leur retrait d'un certain nombre de militaires. Disons oui, un certain nombre, les militaires les plus décisifs. Et dans sur ce même fil, si je puis dire, euh, en, en Europe et en France en particulier, on est très ému depuis ce week-end par la présentation de la stratégie nationale américaine, le document annuel où les États-Unis ont plein d'idées sur l'Europe, le fait que ça ne va pas chez nous et que ils vont nous donner plein de conseils sur ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et si je ne me trompe, j'ai balayé très rapidement ce document tout à l'heure. L'Amérique du Sud est le seul continent dont on ne parle pas à Washington dans ce document. Comment est-ce que, comment dirais-je, comment est-ce que vous prenez cette absence? Quelle chance il ne parle pas de nous? euh, euh, et est-ce qu'on peut en profiter pour resituer un peu parce qu'en revanche, dans ce même document, ils évoquent, et ils reprennent en tout cas le nom de la doctrine Monroe, qui est un vieux souvenir pour l'Amérique latine. Euh, Comment est-ce que vous interprétez, si je puis dire, les intentions, l'intérêt plus ou moins grand de Washington pour l'Amérique du Sud, même si j'ai conscience que en Amérique du Sud, on ne se considère pas comme un bloc, ce que vous nous avez rappelé l'autre jour. Oui, la politique extérieure, c'est toujours, il y a des côtés, un côté d'État et un deuxième côté du gouvernement. Hein. Donc, on peut toujours trouver des grandes lignes qui sont au-delà de chaque gouvernement, mais les gouvernements ont d'influence. En relation à la politique de Trump, je pense que la lecture de la majorité des gens, c'est que les États-Unis, ils, ils allaient en public reconnaître qu'il y a des mois de pouvoir international et en même temps, il faut se remplir sur ses intérêts nationaux immédiats. Mm-hmm. Les défis en relation à Amérique du Sud, parce que déjà la diplomatie brésilienne, les dernières 20-30 années, il a clairement compris qu'il y a des Amériques latines du point de vue géopolitique. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et le Mexique. L'Amérique centrale et le Mexique sont clairement des régions d'influence directe des États-Unis, de tout point de vue, à commencer pour le point de vue économique. Ce n'est pas le cas d'Amérique du Sud, hein, c'est plus distant. En général, presque tous les pays d'Amérique du Sud, ont plus de relations économiques aujourd'hui avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et donc, on commence avec l'économie, les commerces, mais des investissements, d'empreintes, etc. Et qu'est-ce que propose Trump à ce moment? Disons que l'ancienne politique géopolitique américaine, il va utiliser des instruments euh, forts, durs, mais aussi des ambitions d'augmentation d'investissements, des infrastructures, des narratives, des droits de l'homme, etc., sont soft power. Et ce n'est pas le cas avec Trump. Je pense qu'il a identifié la Venezuela et Cuba comme les deux grands bases de la Chine et de la Russie en Amérique latine.
Et dans le cas de Venezuela, c'est clair qu'il y a deux intérêts et chaque intérêt s'est défendu pour des différents groupes dans le gouvernement américain. Un intérêt géopolitique d'affaiblir l'influence de la Russie et de la Chine. Et deuxième, un intérêt économique. On sait que Venezuela, il a réserve de pétrole un des plus importants au monde. Donc, pour le moment, la stratégie, c'est utiliser de la force sans ambition claire de où il va aller et comment on va arriver. La force, elle est plus facile. On appuie d'un bouton, on- et on détruit quelques parties de l'économie ou du gouvernement, des institutions, des bâtiments, etc. Mais après, on ne sait pas. Donc, le Brésil, il est contre ça, mais pour le moment, il n'avait, il, il, il fait semblant de que il est très fortement contre, mais en même temps, il faut négocier. Par exemple, à ce moment, le Brésil, il y a des entreprises américaines qui ont entré dans les minéraux critiques et la terre rare au Brésil. Déjà beaucoup d'investissements, d'entreprises qui ont commencé à l'exploration de ce type de ressources. Mais je pense que c'est clair pour les gens qu'on ne sait pas vraiment où on va. Les discours, la narrative diplomatique officielle, il a toujours parlé d'un monde multilatéral, des nouvelles institutions, des nouvelles structures du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lesquelles le Brésil voudrait participer. Mais tout ça, c'est clairement des narratives dans lesquelles personne ne croit pas. Et les feelings, les deep feelings, c'est qu'il faut survivre à ces moments et voir que ça arrive après. Même parce que, vous le savez très bien, il y a des enjeux très importants ici pour le Brésil, comme la régulation de l'intelligence artificielle, en général du monde des réseaux sociaux que Trump est contre. Et donc, on va dans une situation dans laquelle on aurait besoin d'alliances, des appuis. Il faut dire qu'il y a dans les domaines plutôt de la régulation, et le Brésil suit en général l'exemple européen, la régulation des réseaux sociaux, tout ce qu'on fait dans ces domaines en général. Et il y a Ah, l'Europe, c'est plus. nous sommes une inspiration pour dans l'Est du monde, c'est formidable. Comment? Je n'écoute pas. Qu'est-ce que Nous sommes une inspiration. La politique européenne en cette matière est inspirante. c'est vrai, c'est plus qu'inspirant. On même utilise beaucoup des idées. On compare tout le temps dans des débats publics ce que fait l'Europe, ce qu'il faut faire. Et ici, il y a une question que je n'irai pas la poupe, mais je pense que pour le Brésil, aujourd'hui, il y a un très grand danger pour l'Europe, que c'est l'autoritarisme croissant du régime américain. C'est un danger pour la démocratie au monde et on ne peut pas la romantiser. Mais en même temps, je pense que pose l'opportunité pour l'Europe et le Brésil de représenter cette vision qu'il est encore important, c'est une force importante
je dirais d'un forme à une autre dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que le Brésil a commencé à jouer la carte démocratique sans la pousser trop. Mais dans les BRICS, aujourd'hui, une des identités spécifiques du Brésil, c'est la démocratie. C'est vrai que c'est relatif, on ne peut pas la pousser en face de la Chine, etc. Mais ça donne une identité au Brésil. Le problème, c'est pas seulement le Brésil et l'Europe. Est-ce que la démocratie va survivre si les tendances autoritaires continuent à augmenter au Brésil? Ça, c'est une autre question. Mais à ce moment, c'est pour le Brésil une opportunité de projection de soft power comme une démocratie qui défend les droits de l'homme, etc. Bernardo, j'aimerais maintenant, vous, avant peut-être de continuer sur tous ces plans, relayer euh, euh, deux questions de nos participants que vous avez peut-être vues. L'un souhaite revenir sur la question de l'Ukraine, que vous avez déjà évoquée tout à l'heure, l'attitude du Brésil à l'égard de la question ukrainienne. Je lis ce qu'a écrit Clive Hall. J'ai une question sur l'approche brésilienne vis-à-vis de la Russie et de son invasion de l'Ukraine. Est-ce que le peuple brésilien est indifférent à cette invasion et aux atrocités que commet la Russie en Ukraine? Personnellement, nous dit-il, je suis très déçu par le manque de réaction des Brésiliens et de Lula dans la question ukrainienne, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Que disent les journaux, les réseaux sociaux? Donc, en dehors des dirigeants, est-ce que vous avez l'impression que les Brésiliens ou une partie des Brésiliens sont plus sensibles à cette question de l'Ukraine? Bonne question. Et comme toi, tu as dit, le peuple, c'est un concept très vaste. Nous sommes 212 millions et très stratifiés, etc. Et je dirais qu'en principe, pour le peuple, l'Ukraine, ça n'existe pas. La question ukrainienne, bien entendu. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'important. Donc, on parle d'un thème des élites, hein, loin. Ici, il faut parler des secteurs et secteurs. Ma sensation, c'est fondamenté sur beaucoup de contacts et de lectures. Dans la force armée, en général, je dirais que c'est une sensation pas partagée, mais ils sont contre l'invasion de la Russie, mais parce qu'il y a dans la tradition brésilienne toujours en méfiance en relation aux États-Unis, et il y a parfois, disons, une certaine compréhension, entre guillemets, de que la Russie a été trop poussée pour l'Occident et qu'elle a réagi à une situation qui a été vraiment coincée. Hein. Ce n'est pas complètement élaboré, jamais, mais c'est, je dirais, cette ambiguïté des feelings. Hein. Oui, oui, je suis contre l'invasion, mais l'Occident, l'Europe et les États-Unis ont trop poussé la Russie. Et je pense que c'est plutôt cette identification basée sur une expérience historique que parfois les États-Unis poussent trop. Euh, je- Donc, mais, merci beaucoup pour pour cette réponse. J'ai une autre question d'une Anne que je ne suis pas sûr d'identifier parmi nos diverses Anne euh, dans le club parce que je n'ai qu'une initiale. Euh, quelles sont les ambitions du Brésil en matière d'influence géopolitique? Jusqu'où ce pays a envie d'avoir
de l'influence en Amérique du Sud, en Afrique? Y a-t-il une ambition géopolitique brésilienne? Très bonne question. Encore une fois, la question est toujours d'unifier une vision. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des différentes perspectives, mais je dirais, des points de vue historiques, le Brésil l'ambition, c'est d'avoir de la paix dans l'Amérique du Sud. Hein. On ne veut pas des problèmes qui peuvent faire venir des interventions étrangères. Toutes que ces interventions étrangères, ça ne convient pas au Brésil. Par des différentes raisons. Le Brésil, il n'aura pas dans le futur immédiat, immédiat, des investissements importants dans les militaires. Hein. La meilleure défense du Brésil sont 8 millions de mètres carrés et un territoire énorme. C'est difficile de défendre, mais c'est aussi difficile d'attaquer par les pays limitrophes. Donc, le commerce, l'investissement, c'est très important. Et- mais la géopolitique, non, parce qu'on ne veut pas investir dans les forces armées, dans des armements, etc. Ce n'est pas la priorité nationale. Et Et donc, oui. pardon, puisque nous, juste une petite précision, que nous avons évoqué plusieurs fois les militaires et leur vision du sujet, et notamment de la sécurité du Brésil. Euh, Comme vous le savez, pour nous, en Europe, la relation avec les États-Unis a une composante militaire importante. Nous avons longtemps compté sur le parapluie militaire américain face à la Russie. Il n'y a pas cette composante le Brésil. On ne compte pas sur les États-Unis pour être défendu. Bonne question. L'Amérique latine, c'est la première, et je ne suis pas sûr, c'est la seule région dans le monde dans laquelle les armes nucléaires ont été bannies. Euh, Nous sommes d'accord. Hein? Oui. Et donc, disons en Amérique latine, spécialement en Amérique du Sud, on ne pense pas. C'était, je dirais, malgré la position d'un côté important des forces armées qui voudraient avoir des armes nucléaires, mais disons les gouvernements démocratiques ont imposé ça et ça marche. Donc, disons que la perspective, nous n'avons pas cette vision contre qui que vous avez la Russie ou même la Chine, je ne sais pas. Et, la préoccupation brésilienne, c'est plutôt d'équilibre et pas s'engager. Donc, je dirais que c'est ça la perception. Les meilleures choses, ce n'est pas penser dans ce type de problème, c'est les mettre dehors la région. Maintenant, c'est vrai que du point de vue géopolitique et stratégique basique, le Brésil, et même les forces armées, se voient comme partie de l'Occident, plutôt des États-Unis. Il y a cette compréhension que finalement, nous sommes sur le parapluie américain. Mais on préférait que ce parapluie soit très distant et que ça n'apparaisse pas beaucoup. Hein. Les problèmes géopolitiques ne sont pas aussi importants. En même temps, il y a des coopérations avec les États-Unis dans des questions que pour le Brésil et la région sont plus importantes, comme les crimes organisés, la lutte contre les cartels de drogue. Le Brésil, il continue à avoir beaucoup de coopération avec les États-Unis dans des questions qui sont importantes pour nous. Pour nous, disons, la question de géopolitique militaire, ce n'est pas important. Il y a beaucoup de spécialistes qui parlent, mais on ne veut pas d'utiliser notre ressource
dans ce domaine. Pardon, j'ai une demande de précision sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, mais qui tient sans doute à un problème de formulation. L'un de nos auditeurs n'a pas bien compris ce que vous disiez en parlant de cette vision, je crois, des militaires brésiliens, de ce qui se passait entre l'Ukraine et la Russie, et le fait que on a employé l'expression, vous avez employé l'expression la Russie poussée. Je pense, moi, comprendre ce que vous voulez dire, c'est que la Russie s'est sentie menacée par l'OTAN et les pays de l'OTAN qui s'approchaient trop de ses frontières. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. J'ai été un peu ambigu parce que ce ne sont pas des, des arguments qui sont présentés en public. Il n'y a pas de position des forces armées brésiliennes en relation à l'Ukraine. Les documents ne parlaient pas de cette question. Ce que je vais exprimer, c'est que j'écoute dans les cercles, dans les anciens militaires, généraux, almirants, etc., c'est qu'on parle. Et ce que je vois, c'est un sentiment très compréhensible pour un Brésilien, il faut reconnaître, que national, pas comme pour moi en particulier, mais ce type de nationalisme anti-américain, ça existe, et spécialement dans certains côtés de la diplomatie de la force armée. Et c'est l'idée que parfois les États-Unis poussent trop. Il a poussé trop dans cet accord de la Commission européenne de coopération économique et sécurité avec l'Ukraine. Il a poussé trop en relation à la politique ukrainienne interne et en relation à l'appui des groupes démocratiques, ou anti-Russie aussi, etc. Donc, On il y poussait a trop avant l'arrivée de Trump, nous sommes bien d'accord. Depuis longtemps, depuis un certain temps. depuis longtemps, oui. Oui, c'est Je ça. dirais, oui, oui. Depuis toujours, je dirais, ce n'est pas lié à Trump, pas du tout. Et c'est quand Clinton allait à Kiev, Oui. etc. Non, non, c'est une histoire, c'est une perception de l'histoire que de toujours, les dernières 20 années, l'Europe et les États-Unis ont poussé trop la Russie dans les coins. Hein? Mhm. Mhm. Oui. Et même les accords de Minsk n'ont été pas respectés pour Kiev, selon cette version, etc. Mais, Donc, la Russie a réagi, il faut les comprendre. oui, oui, On ne peut merci. pas accepter ce qu'il avait fait, mais il faut les comprendre. Merci, merci pour cette clarification. Il y avait une petite ambiguïté. Toujours dans nos auditeurs, Clive Hall à nouveau pose une question que j'avais bien l'intention de vous poser, c'est l'importance que peut avoir à nouveau la religion et plus précisément le mouvement évangélique, notamment dans les prochaines élections. Et est-ce que c'est une forme d'influence américaine? Et, très bonne question. C'est vrai que la réponse, je n'ai pas le temps pour aller dans des détails historiques, mais encore, il faut commencer avec les faits. Aujourd'hui, les évangéliques représentent presque un tiers de la population brésilienne. Et ça a été, il y a 30 années, elle était 5%. Je donne des données très généraux. Hein. Donc, et dans l'évangélique, deuxième point, il faut comprendre que c'est un groupe hétérogène. Ce n'est pas, il n'y a pas les papes qui décident, mais donc il y a beaucoup de groupes, de très grands groupes parfois, et d'églises avec parfois avec des structures pyramidales des autres que non. C'est en question
Et ces groupes évangéliques ont été capables de transformer ces puissances démographiques aussi dans une puissance politique et avec un agenda plutôt culturel plus que, mais culturel aussi lié à ce type de narratif évangélique, que c'est un narratif de ce qu'on appelle en anglais the theology of prosperity. C'est une force politique majeure avec un agenda, un programme politique plutôt culturel, mais aussi dans une tendance générale qu'on peut l'appeler, si vous voulez, néolibérale. Et par des raisons pragmatiques, il y a le phénomène Bolsonaro, que c'est un phénomène complètement hors structure. Il avait une crise politique forte au Brésil. Donc, dans ce contexte, la figure complètement marginale de Bolsonaro, avec un discours d'extrême droite, mais aussi très conservatif du point de vue culturel, il a gagné l'appui des secteurs évangéliques. Mais ce sont des secteurs qui ne sont pas en général d'extrême droite. Ce n'est pas clair qu'est-ce que c'est dans les contextes brésiliens extrême droite, mais disons que je pense en général ne sont pas à faveur d'un coup d'État, en principe. Donc, nous vivons une situation dans laquelle les publics brésiliens, en général, ils vivraient au Brésil dans deux types d'opposition. Une opposition plutôt classique et socio-économique, qui est très simplifiée, c'est les pauvres contre les riches. Hein. Il y a aussi une autre confrontation que c'est culturelle, que c'est les religieuses contre les progressistes. Hein. Et donc, ce sont deux types de conflits que la relation, ce n'est pas clair. En général, il est gauche du point de vue économique et plutôt droite du point de vue politique. Et des gens des classes moyennes, hautes classes moyennes, sont plutôt droites du point de vue économique, mais de gauche du point de vue gauche ou progressiste du point de vue culturel. Donc, c'est un ensemble que je pense que vous avez des choses similaires, pareilles en Europe aujourd'hui, des complexifications de la politique nationale. Ici, ça dépend de la capacité politique de chaque acteur, de chaque groupe, de pousser un sujet et pas les autres. Donc, et je dirais que, et finalement, il faut le dire, les évangéliques sont importants, mais l'Église catholique, ça a été toujours. Mais comme c'était la tradition, on ne parlait pas. Donc, sur l'évangélique, on parle parce que c'est nouveau. Mais l'Église catholique, toujours, a joué aussi son rôle dans la politique brésilienne. Bernardo, je pense que dans la question, il y avait aussi le fait que les évangélistes ont une importance majeure aux États-Unis, y compris dans les soutiens à Trump. Et c'était aussi un peu, est-ce qu'il peut y avoir des connexions en dehors, si je puis dire, des autorités, du gouvernement, etc., des connexions des milieux évangélistes américains et brésiliens qui, d'une manière ou d'une autre, pèsent dans la situation politique. Je pense qu'on peut se poser notamment cette question parce qu'on on a vu des effets de ce genre en Afrique, par exemple. En Afrique, on a eu des sortes d'émissaires parallèles de Trump qui sont par la voie religieuse, si je puis dire. Et très bonne question. Je pense qu'ici, c'est différent. Et les évangélistes brésiliens sont
ont utilisé beaucoup de know-how américain, mais c'est un produit très brésilien en même temps. Il est très riche, beaucoup de ressources, en des milliards de dollars, milliards. Hein. Donc, on, dans, il- parfois, ils sont même en compétition avec des groupes évangélistes américains. Ils n'ont pas besoin des évangélistes. La droite brésilienne, il a besoin de la droite américaine parce qu'il n'y a pas de ressources, ou il y a des ressources limitées, il n'y a pas de know-how, il n'y a pas même de capacités dans ces moments de structuration. Je pense que les évangéliques brésiliens sont très autonomes. Hein, sont très fragmentés, sont très numéreux, très créatifs, beaucoup de ressources matériaux. Non, je ne pense pas qu'ici au Brésil, nous avons les phénomènes africains. Euh, je voudrais, on a évoqué plusieurs fois les relations possibles avec l'Europe. Euh, je, je- je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que les courants d'émigration Europe-Amérique latine peuvent avoir une influence là-dessus? On voit très bien que dans le cas de l'Amérique du Sud, il commence à y avoir en Espagne une très forte immigration d'Amérique du Sud. On parle peu d'une immigration brésilienne vers le Portugal, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un certain poids. Et donc, j'imagine que tout ça crée des récits, des gens qui vont, qui viennent, qui ont des choses à dire. Et quelle est aujourd'hui, quelle est l'importance dans la relation avec l'Europe de la relation du Brésil avec son ancienne puissance coloniale et éventuellement des autres pays d'Amérique du Sud avec leur ancienne puissance coloniale. Et c'est une bonne question. Je dirais que c'est important, sans doute, aujourd'hui, la quantité brésilienne, spécialement des gens de haute classe moyenne, des ressources, qu'on va habiter au Portugal. Ce n'est pas petit le numéro, mais c'est un numéro plutôt petit, mais très important du point de vue, par exemple, économique. Beaucoup de ressources humaines. En même temps, je ne dirais pas que c'est décisif. Je pense que l'Europe et le Brésil, c'est une histoire qu'il y a des potentiels énormes et en même temps pas réussi par des raisons circonstancielles. Bah, je commencerai pour dire que le plus important aujourd'hui, c'est l'accord commercial Mercosur-Union européenne. Si ça passe, ça va ouvrir des ports, pas seulement économiques, ce n'est pas aussi décisif, mais aussi dans un imaginaire de coopération. Si l'Europe dit non à l'accord, je pense que ça va produire des frustrations et sur la possibilité de faire des choses de l'Europe. Et je pense que l'Europe et le Brésil, en même temps que dans l'accord Mercosur, on utilise des arguments environnementaux, dans les systèmes internationaux, le Brésil et l'Europe ont des positions très proches en relation à la protection environnementale. Donc, je pense qu'il y a des potentiels énormes. Je ne dirais pas que c'est la population à Portugal, en Espagne aussi décisive. Et en Espagne, pour le Brésil, ce n'est pas aussi important, c'est le Portugal. L'Espagne, c'est plus important pour l'Amérique du Sud hispano-parlant. Mais ça, oui, mais, non, mais ce n'est pas la question décisive. La question décisive, c'est dans la coopération, et dans les business, investissement, commerce, et de penser de quels sont les, les, les points potentiels en commun. Je pense que l'Europe
il faut trouver encore sa place dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que peut être la coopération avec le Brésil, avec l'Amérique du Sud dans ce domaine que ça préoccupe à l'élite brésilienne, hein? Comment on va trouver un espace minimum d'autonomie dans ce domaine, hein? Donc, il y a d'autres questions qui sont intéressantes, hein, qu'on fait l'industrie automotrice, que ça commence à être occupé pour la production chinoise au Brésil. Qu'est-ce que la production qui a été au Brésil, plutôt européenne, automobilistique, qu'est-ce que ça va arriver de ça? Ça, ce sont des facteurs à court terme très importants dans lesquels je ne vois pas de la part de l'Europe ambition stratégique de coopération avec l'Amérique latine en général et au Brésil en particulier. Je pense que l'Europe, je comprends qu'il est trop préoccupé des questions internes, mais cette, avoir cette mission de projection internationale est plus profonde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui va au-delà de l'Espagne au Portugal, avec l'Espagne et le Portugal sans doute. Mais j'ai bien compris, c'est juste une vérification, parce que vous nous disiez tout à l'heure que si effectivement cet accord sur le Mercosur ne se faisait pas, au-delà des conséquences économiques, il y aurait une conséquence importante en termes d'image de l'Europe dans la région. C'est ça, c'est ça. Je pense que ça sera en cessation que avec l'Europe, il n'y a pas de futur, l'Europe s'enfermée sur soi-même, etc. Donc, parce que cet accord de coopération économique peut aussi aider à ouvrir d'autres fronts de coopération, hein. Et il faut avoir ambition stratégique et qui, je pense que si l'Europe arrête, il aura une vision très négative. Et Et il y a une autre partie du monde qui a des ambitions stratégiques fortes, c'est la Chine, non? sans doute. Les Chinois, ils ont ambition de long terme. La question que je pense, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des fenêtres parce que la Chine, il fait les choses de long terme, mais en court terme, parfois, il définit que ce n'est pas en priorité, hein. Le Brésil, c'est une priorité du point de vue investissement, commerce, ressources naturelles, hein. Et dans les le domaine sciences, technologies, il n'y a pas beaucoup de coopération, d'éducation, etc. Parce que c'est compréhensible, les Chinois ont sa priorité dans la Chine, dans l'Asie, etc. Et donc, je pense que pour l'Europe, encore, président Fernando Henrique Cardoso a dit toujours que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, c'est le Far West du Ouest. Il faut comprendre que l'Amérique du Sud, c'est en partie du monde occidental, soit quoi soit exactement le monde occidental. La vision que l'Amérique du Sud a sur soi-même, ce n'est pas euh, ambition imposée de l'extérieur, c'est plutôt ambition européenne. C'est vrai que c'est à la mode des discours indigénistes, etc., etc., mais la vision et la société, la structure sociale latino-américaine, que c'est individualiste, etc., sont des valeurs qui sont dans la grande tradition européenne. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Et ça, c'est même dans toutes les constitutions de nos Et pays. Et donc, je pense que cette dimension historico-culturelle, et je comprends bien que l'Europe, il y a des priorités, mais s'il ne comprend pas que l'Amérique latine, et spécialement l'Amérique du Sud, qui aujourd'hui s'est un peu abandonnée pour Trump, pour l'Europe, c'est une opportunité. mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la Chine, parce que j'ai été très frappé par
dans la publication que vous avez évoquée tout à l'heure, que nous pouvons consulter, dont on mettra le lien d'une manière ou d'une autre sur le site du Club de Vigilance ou dans les messages, on l'a peut-être déjà mis, vous avez vous-même beaucoup posé cette question à tous les experts que vous consultiez. Comment peut se débrouiller le Brésil entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, ce qui, d'une certaine manière, a contribué à me faire prendre conscience de l'importance de l'intérêt chinois à l'égard du continent. Et je voudrais vous interroger juste sur un petit fait qui m'a surpris. Si j'ai bien vu, l'ancienne présidente brésilienne, Madame Dilma Rousseff. Rousseff, est présidente d'une banque de développement à Shanghai. C'est vrai. Non, c'est quelques, disons, dans les négociations, Dilma Rousseff a gagné la présidence de cette banque de développement, que c'est plutôt des ressources chinoises. Il est à Shanghai. Et, malgré, encore, ce n'est pas aussi important, mais il le sera de plus en plus. C'est un instrument aussi de politique extérieure chinoise important. Et oui, la Chine avance du point de vue économique, commerce en spécial, mais aussi d'investissement. C'est ça la question centrale. Et la réaction de Trump, penser que la brutalité peut être une solution. Non, ce n'est pas ça. Même Bolsonaro, c'est très intéressant. Bolsonaro, la droite qui appuie Bolsonaro, a acheté la narrative de l'extrême droite américaine sur le Covid, qui a été produit par les Chinois, etc., etc. Il a cité même des discours contre les fermetures d'écoles, etc., tous les instruments et a proposé les mêmes médecins, la même drogue que Trump a proposé, l'oxycoxis, quelque chose pour les Brésiliennes, etc. Et, mais en même temps, Bolsonaro a commencé avec un discours très anti-la Chine, anti-chinoise, et après un an, 2 ans, commencé à changer et accepter la réalité que la Chine, c'est très important pour le Brésil. Et donc, les Chinois sont passés les messages, arrête, il a arrêté, finalement. Hein. Donc, c'est la réalité que la Chine le coupe de plus, presque la moitié du commerce d'exportation brésilienne va à la Chine. Ça a été presque jamais les dernières 100 années qu'on peut trouver un pays aussi important pour le commerce extérieur. Le Brésil a toujours dit que nous sommes un global player, qui ont beaucoup de pays partenaires, etc., mais aujourd'hui, la Chine occupe un lieu central pour, pour le Brésil. Donc, il faut commencer avec ce facteur. Et ici, je répète, c'est un message que je ne le vois pas arriver parce que là, en Europe, il y a ces problèmes que je comprends bien, mais c'est qu'il faut comprendre que l'Amérique latine, c'est une des régions dans lesquelles l'Europe peut encore occuper et occupe des positions importantes. Hein. Encore les investissements européens au Brésil sont les plus importants, sont même ensemble les plus importants que les Américains. Alors, on a, je crois, Bernardo, que vous faites passer avec beaucoup d'enthousiasme ce message sur le fait qu'on attend plus de l'Europe. Alors, revenons à un aspect très concret. Je pense que vous avez suscité l'intérêt tout à l'heure en disant qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'intelligence artificielle et les perspectives qu'elle ouvre, mais les menaces aussi. Au Brésil et qu'on se tourne, si je puis dire, sur l'Europe. Mais le Brésil, lui, que fait-il en matière d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des gens, des entreprises dont on commence à parler, des laboratoires, des initiatives Il y a des initiatives, c'est encore, en termes relatifs, sont faibles,
Et l'utilisation, on l'utilise partout, hein. Et moi, personnellement, je suis engagé dans le domaine de l'éducation. Il y a un grand débat sur l'utilisation dans l'éducation. Et on trouve des matériaux très intéressants dans l'Europe, mais aussi dans la Chine. Je n'ai pas être sûr de ce que je dirais, mais selon ma recherche, les pays qui sont plus avancés dans une discussion de détails, pas seulement des grands narratifs et conceptuels, mais d'utilisation pratique de l'intelligence artificielle, c'est la Chine. J'ai des documents de 2015 de la Chine. On commence à discuter comment va utiliser dans les écoles l'intelligence artificielle. Vous nous disiez que vous vous intéressez personnellement à un débat sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il se trouve que tout un petit groupe de travail du Club des Vigilants s'y intéresse aussi. Sans entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois pistes sur la manière dont vous prenez le sujet? Ah oui, je peux même envoyer les documents en anglais. On produit un premier document. Ce qu'on commençait, c'est pour identifier qui est la base finale qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut survivre finalement dans la liquidation générale d'utilisation. Qu'est-ce que c'est l'humain finalement dans cette histoire? Mais ce n'est pas philosophique. Est-ce que quand on éduque aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on cherche que les enfants, les étudiants soient capables? Quelles sont leurs capacités humaines différentielles de l'intelligence artificielle qu'il faut développer pour être capable de se relationner et utiliser l'intelligence artificielle. Qui sont les valeurs fondamentales? Il faut commencer à l'école, très petite, hein. On commence pour qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas substituer finalement? C'est ça la question qu'on avancer dans ces premiers documents, les capacités de jugement moral, par exemple, et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas occuper notre place, ou s'il l'occupe, l'humanité finit. Nous approchons de la fin de cette riche session. Je voudrais revenir juste un petit instant vers l'Amérique centrale et les Caraïbes, où j'ai bien conscience que ce n'est pas l'Amérique du Sud, mais deux petites questions. D'une part, tout à l'heure, vous avez évoqué le Venezuela et Cuba. Or, vu d'Europe, on a l'impression que les États-Unis ne s'intéressent plus du tout à Cuba. Mais manifestement, ce n'est pas la même chose vu du Brésil. Et puis, l'autre question, c'est que ce qui est très spectaculaire et qui a beaucoup frappé ici, tout le monde l'a vu à la télévision, c'est les exécutions extrajudiciaires de trafiquants de drogue supposés dont on bombarde dont on détruit les bateaux. Comment est-ce que ça a été perçu, à votre avis, au Brésil? Bon, très bien, excellent. Et en relation à Cuba, je pense qu'il y a des divisions dans le gouvernement américain, déjà beaucoup de temps. Et je pense que les militaires américains sont plutôt, je n'irais pas satisfaits, mais on accepte bien Cuba da- parce que, bien ou mal, le régime castriste, communiste, qu'on veut, il produit des stabilités, il contrôle les frontières et c'est très proche des États-Unis. On ne veut pas un failing state très proche des États-Unis. Donc, tout le temps qu'il y a des stabilités économiques, politiques, etc.,
je pense que le Pentagone, il accepte bien. Les, les, les côtés plutôt Rubio de la politique extérieure diplomatique, il y a des pressions plutôt contre, parce que c'est la Florida, c'est les votes de la Florida, ils sont contre les régimes, mais je ne pense que c'est en priorité. Pour Trump, il n'y a pas de ressources importantes, et il est stable, le régime, et, et donc ce ne pose pas de problème. Et donc Cuba, je pense que ce n'est pas du tout en question pour Trump et son gouvernement. Le seul problème, c'est que Cuba a donné beaucoup d'appui du point de vue de l'intelligence et de la police à Maduro et Chavez. Ah. Donc ça produit des nuits avec les gouvernements, mais ce sont des problèmes différents. Sur les Caraïbes, le Brésil, il sait bien que ce n'est pas une région dans laquelle on peut influencer. La documentation officielle, ça apparaît dans la vision géopolitique brésilienne, mais finalement, on sait bien que les États-Unis vont faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est différent du Venezuela parce que c'est un pays des frontières avec le Brésil. Et je dirais que et ça, c'est encore pas beaucoup de temps pour développer, mais disons que la politique de Trump contre la drogue, en général, du point de vue de l'opinion publique, pas de la diplomatie ou de la force armée, ce n'est pas quelque chose très que les gens sont contre. En général, les crimes pour la population latino-américaine, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Et les crimes organisés, la drogue, etc., malgré sa diffusion, c'est clair que la population est contre. Ici, il avait à Rio une opération Oui. qui a tué 120 personnes, et plutôt la majorité de la population brésilienne était pour. Mhm. Il faut reconnaître qu'il y a des phénomènes culturels, politico-culturels qui ne sont très sympathiques, mais l'opinion publique est contre. L'opinion publique est contre les crimes et la drogue. Donc, je pense que ce que Trump a fait pour le moment, ce ne pose pas de problème pour l'opinion publique brésilienne, jusqu'à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup Bernardo pour ce très riche entretien. Nous arrivons vers la fin de la plage horaire que nous nous étions fixée, mais je ne voudrais pas euh, clore la discussion sans vous demander s'il y a quelque chose dont vous auriez voulu parler, sur lequel nous ne vous avons pas interrogé. Une, Non, merci bien. Je pense qu'il y a toujours beaucoup des aspects qu'on pourrait développer dans une conversation plutôt que en vision plus discursive. Et il y a la question de Gaza, de l'islam, etc., des questions qui sont importantes en Europe, ils ne sont pas importantes pour le Brésil. Je pense que ce qu'il faut euh, emphasiser, c'est que la vision brésilienne, ce n'est pas l'européenne. Ce n'est pas contre, c'est différent. L'angle, c'est un autre. Les problèmes sont autres. Donc, il faut parler plus et comprendre plus ce que chacun veut dire. Et quand on confronte la Russie, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'on ne fait pas, je pense que ça manque encore plus d'échanges et de conversations entre nos régions. eh bien, j'espère que nous y avons contribué cet Sans doute. après-midi. Sans doute. Sans Merci doute. beaucoup, Bernardo. Merci à Merci vous. à Merci tous les Merci beaucoup. à vous. participants et à leurs questions.